Il faut dire que c'est un événement important et principal pour tous ces éditeurs de poésie. D'abord, je crois qu'on peut dire que c'est le plus grand rassemblement de poésie en France, en Europe, voire au monde, parce que réunir 500 éditeurs, à peu près 400 ou 600 poètes pendant 5 jours, c'est vraiment d'une grande richesse. Il y a une chose à laquelle on est très attaché, c'est qu'on veut faire entendre la voix des poètes eux-mêmes. Que l'auteur soit là, s'il accepte de lire son travail, c'est toujours très émouvant. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Du 8 au 12 juin prochain, sur la place Saint-Sulpice à Paris, aura lieu le 39e marché de la poésie. L'événement sera accompagné de multiples manifestations en Île-de-France et un peu partout, y compris en Europe. Ça a déjà commencé le 13 mai dernier et cela se prolongera jusqu'au 30 juin. Pour en parler avec nous de cet événement unique, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Yves Boudier. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes président du marché de la poésie et Vincent Gimeno-Ponce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes son délégué général. Alors, merci déjà d'être avec nous sur ce plateau. Et ma première question, peut-être, sera de resituer le marché dans son histoire, son importance et comment il s'est développé. 39e édition, donc ça fait un moment. Je crois que c'est Vincent mieux placé pour en parler parce que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il travaille. Oui, alors le marché existe. Le marché de la poésie fêtera ses 40 ans l'année prochaine, ce qui n'est pas rien pour ce type de manifestation. On n'aurait jamais cru, en la créant en 1983, que ça durerait aussi longtemps. Le marché de la poésie a été créé par Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birot suite à l'apparition d'un ouvrage chez Jean-Michel Place qui s'appelait « Enquête auprès de 545 revues littéraires de poésie ». Et suite à la publication de cet ouvrage, Jean-Michel Place s'était dit « Tiens, mais il faut que j'arrive à réunir ces gens-là ». Et c'est comme ça qu'est né le marché, une première édition dans la cour d'honneur de la Bibliothèque nationale à Richelieu en 1983, au moment où Jacques Lang avait créé la fête de la poésie. Et puis c'est développé comme ça petit à petit. Ça a eu lieu place Saint-Sulpice la deuxième année, sur la terrasse du Forum des Halles, quand la Maison de la Poésie était à cet endroit-là. Puis depuis le 4e marché de la poésie, nous sommes installés sur la place Saint-Sulpice. Et ce marché a grandi puisque au début, il y avait une 50aine d'éditeurs et aujourd'hui, on en est à peu près 500 éditeurs et revues qui sont présents sur cette place pendant 5 jours. 500 éditeurs présents. Et et si on finit l'histoire par l'actualité, c'est-à-dire par les 2 années que nous venons de vivre, le marché de la poésie en 2020 n'a pas eu lieu. Elle a été reportée en octobre, puis en octobre, on l'a reportée en juin 2021, puis en juin 2021, on l'a reportée en octobre 2021. Cette année, ça va être la première édition depuis 2019 à peu près normale. On espère. On espère. En tout cas, pour l'instant, tout se passe. On peut dire qu'une édition est normale, parce qu'à chaque fois, il se passe des choses tellement inattendues que... En tout cas, rien d'aussi inattendu, je pense, qu'une annulation pure et simple. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est d'autant plus inquiétant, pas par rapport au marché de la poésie, mais c'est par rapport à la situation des éditeurs qu'on défend à travers ce marché de la poésie. Ce sont des maisons d'édition qui ont, pour la plupart d'entre elles, peu de diffusion en librairie. Donc leur visibilité, elle se fait en contact direct avec le public dans ce type d'événements comme le marché de la poésie ou des festivals de poésie, etc. Et pour eux, ça a été une période d'autant plus délicate qui n'ont pas eu ce contact avec le public pendant à peu près 2 ans, ce qui fait que lorsqu'on a fait cette édition un peu spéciale au mois d'octobre dernier, tout le monde était tellement ravi de pouvoir se retrouver et de retrouver le public que ça a été une très grande édition, je crois. Moi, j'y étais, je me souviens qu'on avait dû fermer les portes tellement il y avait de monde, parce que pour le coup, ça ne respectait même plus les règles sanitaires à ce moment-là, et donc il a fallu une régulation tellement il y avait des files d'attente. Oui, c'est une année, c'est un marché assez exceptionnel. On a eu par exemple au niveau des nouveautés, un nombre de nouveautés qu'on n'avait jamais atteint. Il y avait plus de 450 nouveautés, enfin d'éditeurs qui avaient pour ce marché préparer des choses nouvelles. 2 ans qu'ils attendaient de pouvoir publier. Il y avait un effet un petit peu d'accumulation, mais pas seulement. Oui, vraiment une volonté d'y aller, quoi.
il faut dire que c'est un événement important et principal pour tous ces éditeurs de poésie. D'abord, je crois qu'on peut dire que c'est le plus grand rassemblement de poésie en France, en Europe, voire au monde, parce que réunir 500 éditeurs, à peu près 400 ou 600 poètes pendant 5 jours, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qui fait que tous les gens qui sont vraiment passionnés de poésie viennent à cette manifestation. D'autres qui sont curieux culturellement viennent aussi. Donc, c'est vraiment un lieu. Alors, c'est pas seulement un marché au sens économique du terme, parce que même si ça compte énormément, puisqu'on a beaucoup d'éditeurs qui font une très grande partie de leur chiffre d'affaires à ce marché de la poésie, c'est aussi un lieu d'échange, de rencontres, où se tissent des liens aussi entre certains éditeurs qui ne se croisent jamais. Vous savez, la poésie, ce sont des courants, des chapelles, où chacun agit dans son coin sans regarder ce que fait l'autre. Et c'est quasiment la seule fois de l'année où ces éditeurs communiquent entre eux, échangent entre eux. Il y a beaucoup de coéditions qui naissent pendant ce marché de la poésie. Il y a aussi des gens qui découvrent à travers les rencontres qu'on peut organiser de nouveaux auteurs ou des auteurs qui connaissaient un petit peu comme ça. Et tout d'un coup, ça devient de nouvelles publications pour l'année suivante. C'est vraiment d'une grande richesse. Justement, alors, parlons concrètement de ce qui s'y passe au marché de la poésie avant de venir peut-être sur la dimension peut-être plus liée à l'édition présente avec le pays d'honneur, la présidente d'honneur, enfin... Comment se passe un marché de la poésie? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, il y a des stands, on a compris, il y a 500 éditeurs de revues, de livres qui sont présents, mais qu'est-ce qui s'y passe tout au fil de ces 5 journées? Alors d'abord, ça permet puisque la plupart des éditeurs que nous recevons à ce marché de la poésie sont plutôt des éditeurs qui sont établis en région et pas, même s'il y a à peu près, on va dire 40% des éditeurs qui sont implantés en Île-de-France, Paris compris, on a quand même à peu près 60% de ces éditeurs qui viennent de régions. Quelques-uns même viennent du Québec ou de Belgique pour cette occasion. Les Luxembourgeois aussi cette année, quelques Suisses. Enfin, c'est la francophonie un peu élargie. Oui. Et donc c'est un moment aussi pour eux l'occasion de pouvoir revoir leurs auteurs, puisque quand on est perdu au fin fond d'un village où on fait son travail d'éditeur à longueur d'année, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer ses auteurs. Donc c'est aussi un moment d'échange avec les auteurs de tous ces éditeurs. C'est aussi un moment d'échange entre poètes, un moment important, parce que là aussi l'écriture est quelque chose d'individuel, mais c'est le moment d'un partage, d'une rencontre totalement différente. C'est aussi un endroit où se retrouvent tous les libraires, tous les médiathécaires, bibliothécaires qui sont intéressés par la poésie viennent tous d'une façon informelle. On ne tient pas à ce qu'il y ait des journées professionnelles pour organiser ce genre de rencontres, mais c'est vraiment un moment intense pour tous ceux qui font partie de la chaîne du livre, qui s'intéressent en tous les cas à la poésie et on va dire à la création littéraire d'une façon générale, parce qu'on n'est pas intégriste, on accueille aussi des éditeurs qui ne font pas que de la poésie, qui font aussi d'autres publications, des essais, de la littérature, des romans, des nouvelles, etc. On les accueille sous toute cette diversité, mais c'est vraiment... Et le travail que font ces éditeurs est un travail passionnant. Je crois que c'est celui-là qui nous motive à longueur d'année pour mettre en place cette manifestation. Dans le programme, là, donc j'ai la chance de consulter en avant-première, parce que il va être distribué. Il est tout frais. Il est tout frais. Dans ce programme, donc on peut voir que vous organisez à la fois évidemment il y a les dédicaces organisées par les éditeurs eux-mêmes, mais vous organisez des tables rondes, des lectures, il y a aussi pas mal de remises de prix, j'ai remarqué. Les prix de poésie, c'est un bel événement en tout cas pour les remettre et pour leur donner une visibilité. C'est-à-dire qu'on est très sollicité. La scène du marché est un lieu qui est connu, et donc on a énormément de demandes de différents éditeurs. C'est-à-dire qu'au sein du marché, vous avez une scène avec des spectateurs. Une scène qui fonctionne de 14h à 21h tous les jours, alors avec une alternance de lecture.
Alors, lecture de poésie étrangère, on y tient beaucoup. On commence depuis plusieurs années avec des Slovènes. C'est presque devenu une petite tradition. Et puis, il y a le pays invité d'honneur, bien sûr, qui occupe une grande place, puisque chacun des auteurs a à plusieurs reprises l'occasion de s'entretenir avec des spécialistes pour expliquer ses manières de faire, et à l'occasion aussi de donner en lecture son travail. Et c'est très important, ça. Et puis, sur la scène, il y a les remises de prix, comme vous le dites. Et puis, depuis quelques années, des tables rondes qui sont liées aux États généraux permanents de la poésie que l'on a initiés il y a 5-6 ans. Alors, on va y venir. Les États généraux permanents de la poésie ont été créés en 2017 avec comme thématique la visibilité du poème. Alors, si je reprends 2018, le devenir du poème, c'était un des États généraux auxquels Profession Spectacle avait participé, puisqu'on avait animé Frédéric Dieu, qui est un poète, avait animé une table ronde sur le passage à la scène, le rapport à la scène. 2019, Métamorphose du poème, 2020 annulé, et 2021, les finalités du poème. Cette année, vous avez choisi une thématique qui est assez curieuse, de prime abord, la pensée du poème. Alors moi, je vais vous citer une petite anecdote. Je crois que j'avais eu l'occasion de vous le dire il y a quelques années quand on s'était croisés. Je me souviendrai toujours d'avoir pris un café au marché de la poésie dans la cafétéria du marché de la poésie, parce que vous avez aussi un petit espace de restauration. Et puis, il y a un vieux monsieur à côté de moi qui se tourne vers moi et me dit « Vous savez ce que c'est qu'un grand poème ?» Je dis « non, je ne sais pas ce que c'est qu'un grand poème. C'est un poème que personne ne comprend. » Véridique, hein. Il y a cette pensée que le poème ne se pense pas, justement, que le poème n'est qu'un endroit de pure métaphysique non réflexif, non intelligible. Enfin, il y a quelque chose comme ça, on va au plus près de la rose, mais elle est sans pourquoi, quoi. Donc le poème est sans pourquoi, il ne se comprend pas. Alors, il ne faut pas confondre ne se pense pas, ne se comprend pas. Hein. C'est pas du même ordre. C'est bien là-dessus que je vous interroge. Oui. Alors, pourquoi la pensée du poème? Alors, il y a eu ces dernières années des publications importantes sur ce thème. Par exemple, Alain Badiou a rassemblé des textes sous le titre « La pensée du poème » aux éditions Nous, et puis d'autres auteurs moins attendus, par exemple Gérard Pommier, que l'on a invité à une table ronde, qui est psychanalyste, un lacanien, et qui lui a écrit un livre qui s'appelle « La poésie brûle ». Mais c'est un livre de réflexion aussi sur que pense le poème, ou est-ce qu'un poème, c'est un lieu où peut s'exprimer une pensée comme elle peut exister pour un philosophe, pour un psychanalyste. Quelle est la singularité finalement de cet espace qu'on appelle le poème et qui, comme le disait cet auteur que vous avez croisé, ne se pense pas ou ne se comprend pas. Est-ce qu'il en écrivait lui-même? Je ne sais pas. Oui, alors c'est assez attendu. On entend souvent ce propos que le poème échappe à une évaluation qui serait de l'ordre de la compréhension ou de la construction d'un savoir, un savoir scientifique au sens large. C'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Il y a une poésie didactique dans notre histoire, qui est une poésie aussi qui construit des savoirs. Il y a aussi des jeux des poètes par rapport au savoir scientifique. Je connais un poème de Benjamin Perret qui est une succession de formules mathématiques pour prouver ce qu'est l'amour. Donc on voit que les frontières sont assez poreuses. Mais il est vrai qu'il y a une singularité du poème. Je pense qu'une fois de plus, cette année, on n'arrivera pas à la définir. C'est peut-être ça aussi le plaisir de reconduire chaque année la conversation. Il faut que les États généraux soient permanents pour peut-être arriver un jour. C'est ça. Mais alors, ce qui est important aussi par rapport à ça, parce que je pense aussi à la notion du public qu'on reçoit au marché de la poésie, puisque c'est avant tout à destination de ce public qu'a été créée cette manifestation. La première année où on avait créé ces états généraux, il y avait eu des états généraux en 1992 au Centre international de poésie Marseille, mais plus rien n'avait eu lieu pour faire un état des lieux de la poésie aujourd'hui. On s'est aperçu qu'il y avait une soif de ce public, non pas simplement sur des lectures, sur des rencontres avec des poètes, mais sur une réflexion autour de la poésie. Le marché de la poésie est un lieu très important aussi pour ça. Quand on passe dans les allées, puisque nous on circule régulièrement dans ces allées du marché, il y a une pensée permanente de la poésie qui se véhicule dans ce marché, et on a fait la tentative l'année dernière, justement pour cette première édition d'automne, de faire des tables rondes en soirée, puisque chaque fois qu'on faisait des tables rondes, on s'est aperçu qu'il y avait une soif du public en face de nous, et on s'est aperçu qu'effectivement il y a une très forte demande de les premières fois, c'était un pari un peu risqué de faire une table ronde sur un sujet, métamorphose du poème, et finalement il y avait un public assez nombreux, une demande et une conversation qui se poursuivait. Donc on renforce la chose
en créant, comme le dit Vincent, en soirée, une table ronde importante sur ce thème cette année. Mais alors, Vincent insiste sur une chose tout à fait juste. Dans les allées du marché, on entend quantité de propos sur la poésie. Alors, ce besoin à travers les États généraux, de faire avancer la réflexion, on le mène pendant le marché, mais on a aussi un peu la prétention de semer un peu des petits cailloux pour que la réflexion puisse s'élargir. Et toutes vos conférences sont captées en plus. Oui, sur le site du marché, on met en ligne les captations son de ces différents états généraux depuis leur création, et les retours sont vraiment intéressants. Et c'est comme ça que d'une année à l'autre, d'un marché à l'autre, on essaie d'avancer avec quelques fidélités. Par exemple, dans le cadre des États généraux, on fait une série de tables rondes qui continuent d'interroger certains aspects comme qu'en est-il de l'écriture de la poésie en France dans les langues régionales, qu'en est-il de la place de la poésie dans le monde de la revue. Oui, j'ai vu que c'était de nouveau présent dans voilà, cette année. C'est ça. On reproduit cela parce qu'il y a vraiment un travail un peu à moyen terme à conduire. Et puis, avec chaque année une thématique un petit peu nouvelle, mais qui est toujours un peu dans la continuité de la thématique précédente. Ça tombe pas comme ça d'un seul coup. On est en train de réfléchir cette année sur ce que seront les États généraux de l'an prochain, et finalement, on n'a pas tous les éléments tant que... compréhension du poème. Non, je désespère. Ou l'incompréhension. Ou l'incompréhension du poème. Ou la compréhension. En tout cas, Judith Balzo nous a offert un texte d'ouverture sur le journal du marché qui est tout à fait éclairant sur la relation poésie et pensée. Et autre dimension cette année, donc il y a la revue du marché de la poésie, et puis il y a ce petit supplément spécial dédicace au Luxembourg, qui est votre pays invité, mis à l'honneur. En peut-être 2 mots, quelle est la spécificité de la poésie luxembourgeoise? Je crois que vous la connaissiez un peu, parce que on peut voir des interventions que vous avez données là-bas. Donc, qu'est-ce que vous avez pu percevoir de la créativité de la poésie au Luxembourg? Alors, il y a un aspect qui est propre à la poésie du Luxembourg, mais peut-être à d'autres pays, mais en tout cas, on l'a vérifié chez eux, c'est une poésie qui s'écrit dans différentes langues. Le Luxembourg est un pays où la plupart des jeunes sont scolarisés en allemand, mais ils parlent tous anglais. Et il y a une très très forte importance des communautés liées au passé du Luxembourg, au passé industriel, sidérurgique, c'est-à-dire une communauté italienne, une communauté portugaise importante. Et tout cela, ça donne une poésie très mixte, avec des influences très très diversifiées. Alors, à la différence alors c'est compliqué de généraliser comme ça, de dire par rapport à la poésie française, parce que la poésie française, elle est aussi très diversifiée, mais la poésie luxembourgeoise est une poésie pas du quotidien, mais qui est très proche de préoccupations qui sont des préoccupations de la vie de tous les jours, en quelque sorte, avec pas vraiment de prétention à faire une poésie qui serait un peu tournée sur elle-même, quoi. C'est une poésie, pas de la communication, parce que le mot est un peu instable aujourd'hui, mais c'est une poésie qui va vers son lecteur. Et cela, c'est très intéressant de le mesurer. C'est un peu une leçon aussi pour nous, qui avons à la fois une poésie très ouverte, mais aussi parfois une poésie pour laquelle certains nous reprochent d'être un peu avec un esprit de chapelle, ou une poésie faite pour les poètes, quoi. Et ma dernière question portera sur la périphérie, qui atteint sa majorité cette année, puisqu'elle fête ses 18 ans. Vous avez, depuis la place Saint-Sulpice à Paris, développé un certain nombre d'initiatives. Alors, dans le programme, j'ai pu voir qu'il y en avait non seulement en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, évidemment. En plus, la capitale de la culture cette année est Elche, donc j'ai vu que vous aviez un événement à Elche sur Azette. Ouais. Comment se pense la périphérie? Et puis, j'aurais peut-être une question très concrète à vous poser, c'est: je suis une institution, un lieu, je ne sais pas quoi, ou même un poète, je suis à La Roche-sur-Yon, à Caen, en Provence, je ne sais pas où, j'aurais envie d'organiser un événement. Comment on s'y prend? Comment ça se passe, en fait, concrètement? Pour s'introduire dans la périphérie. Oui, pour organiser quelque chose qui puisse rentrer dans votre programme. Il y a plusieurs solutions par rapport à tout ça. D'abord, on a des lieux avec lesquels on travaille depuis plusieurs années.
on a l'habitude d'intervenir chez eux, de faire des choses ensemble. Alors plutôt ensemble que on n'est pas du tout dans l'esprit d'un parachutage d'un événement qu'on mettrait nous en place dans un lieu. C'est plutôt une question de dialogue. Hein. Lorsqu'on va ou à la recherche d'un nouveau lieu ou même avec les lieux avec lesquels on a l'habitude de travailler régulièrement, qui ne sont pas forcément des lieux de poésie. Ça, on insiste bien sur ce terme parce que ça crée aussi une ouverture vers d'autres publics. Donc on essaie de construire les choses ensemble, d'une façon générale, avec les gens du lieu pour savoir quelles sont leurs envies, d'aller plutôt vers une poésie de la performance ou une poésie de l'intimité, etc. Et puis par rapport à ça, derrière, nous on reçoit à longueur d'année tout un tas d'ouvrages, de publications, de poètes. Donc on établit nous une petite liste sur laquelle on essaie de greffer des lieux, d'essayer de mettre en place quelque chose qui soit dans la raison de ce que le lieu propose à longueur d'année aussi, pas tout d'un coup faire surgir quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le fonctionnement d'un. Il y a un total respect de notre part de l'esprit de nos partenaires et on essaie de s'adapter, pas d'arriver et d'imposer quelque chose. Et derrière, quand on construit l'événement on fait des propositions de poètes qui sont plus liées à l'esprit de ce que souhaitent les gens, et puis ensuite on se met en lien avec les poètes en question, voir lequel peut venir, ne pas venir, etc. Et puis, il y a une chose à laquelle on est très attaché, c'est qu'on veut faire entendre la voix des poètes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que la présence de l'auteur et l'auteur avec son œuvre face à un public. Vous voulez dire que c'est l'auteur lui-même qui lit? Oui, alors il peut y avoir des arrangements. Parfois, il y a des auteurs qui travaillent avec des musiciens, avec des gens de théâtre. Mais tous les auteurs ne sont pas lecteurs. Ouais, mais alors justement, ça c'est une chose à laquelle on tient. Les auteurs ne sont pas tous lecteurs, mais on est, Vincent et moi, convaincus que l'auteur est toujours le mieux placé pour lire son poème, même si, sur un plan académique, on pourra dire que sa lecture est mauvaise, mais on pense donc que c'est la meilleure des lectures que l'on puisse entendre. Ensuite, un comédien ou quelqu'un peut s'emparer du texte et en donner à sentir d'autres aspects, et parfois c'est très réussi. Mais que l'auteur soit là, s'il accepte de lire son travail, c'est toujours très émouvant. Et c'est une manière d'entrer en conversation avec les publics aussi, ça c'est très... Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Ma petite question bonus que je pose à chacun de mes invités. Votre coup de cœur artistique récent, tout art confondu, nous ne sommes pas obligés de rester dans la poésie, nous pouvons aussi prolonger le mouvement. Tu veux commencer? Oui, alors, c'est un peu compliqué ce que je vais tenter de vous dire en très peu de mots, c'est que ça commence mal, hein. Le livre dont je souhaite vous parler n'est pas publié, il est en fabrication, et il va sortir précisément pour le salon Étonnant Voyageur. C'est à Saint-Malo. Voilà, c'est un récit maritime, alors qui est attribué à un auteur dont on ne sait rien. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir entre les mains le manuscrit et d'en établir une édition, parce qu'il y avait des choses à caler, des notes, enfin des précisions. Alors, c'est écrit au XVIIIe siècle, pense-t-on, et c'est un texte qui a circulé d'une manière un petit peu étrange, puisqu'on sait que René Daumal l'a parcouru, que Sandrard l'a sûrement lu, parce qu'il y a des évocations dans l'œuvre de Sandrard qui renvoient à ce texte-là. On sait que Perec aussi a travaillé, puisque j'ai eu la chance d'être le voisin de Georges Perec, et c'est une affaire de longue haleine. Et il m'avait aidé pour des recherches historiques sur certains plans de ce livre. Alors, c'est une sorte de récit maritime qui est aussi un récit littéraire. Ça s'appelle « Les mémoires d'un marin de qualité ». Et ça n'a jamais été édité. Et ça n'a jamais été édité. Alors ça va être édité à la Rumeur Libre pour Étonnant Voyageur, et le livre sera au marché de la poésie. L'auteur s'appelle Martin Saint-Hilaire. Ce que l'on sait de lui, on a un portrait. Ah, on connaît quand même son nom. Martin Saint-Hilaire, on connaît son nom. On a un portrait, au dos duquel il y a une petite phrase de sa propre écriture, une citation latine très, très étrange. Et bien, on verra quand le livre va sortir, le public qu'il va rencontrer. Et peut-être que des historiens, j'ai pas pu contacter vraiment beaucoup de monde, parce que ça a été un gros travail quand même d'établir l'édition. Il y a une centaine de notes, une bibliographie assez complète. Mais mes recherches m'ont absolument pas du tout permis de trouver la trace de ce Martin Saint-Hilaire. C'est une belle découverte. C'est un coup de cœur étonnant. Oui. Étonnant. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être
sur un auteur qui est un poète, mais là, ça n'est pas de la poésie. Il s'agit de Jean-Michel Espitalier, qui est un performeur. Enfin, il est plutôt classé dans l'univers de la performance aujourd'hui au niveau de la poésie. Il a écrit une très belle anthologie de la poésie qui s'appelait Boîte à outils il y a de cela quelques années. Ensuite, il a écrit un livre sur les ronds-points. Et là, il s'est attaqué aux exactions commises en temps de guerre, en reprenant à la fois des textes de grands barbares des temps de guerre, et puis en faisant un lien, en écrivant un texte qui fait un lien entre tous les extraits qu'il a pu prendre. C'est un livre très violent, effectivement. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais je pense que c'est un grand livre. Et puis on est dans une période où, malgré tout, avec hélas les événements qu'on peut vivre en Ukraine et en Russie, ça donne à réfléchir et ça fait frémir quand même quand on le lit. Ça s'appelle Tueur de Jean-Michel Espitalier. C'est aux éditions Inculte. Inculte. Et c'est un récit. Merci encore à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Nous sommes un média indépendant. Nous ne vivons pas de subventions, mais de votre soutien concret. Un simple clic suffit. Pour nous, c'est énorme. Je vous souhaite une bonne journée et un bon marché de la poésie.